Dans la dernière vidéo, nous avons configuré ensemble le monorepo pour qu'on puisse utiliser Remix avec Nest.js. Nous allons maintenant tout de suite déployer cette application en utilisant Docker, un serveur VPS et les GitHub Actions. Et on va configurer tout ça en premier pour ne plus rencontrer de problèmes durant nos développements. Comme base de code, nous allons utiliser ce projet qui est dispo sur le repository remix-nestjs-monorepo. On l'ouvre dans VS Code et nous avons ceci. On peut donc commencer par faire un npm install pour installer toutes les dépendances. On va donc lancer la commande npm install -legacy deps, comme ceci. Maintenant, nous allons créer une image Docker de notre application. Pour ce faire, nous allons créer un premier fichier, nous allons appeler Dockerfile, comme ceci, et qui va contenir la configuration de notre image. Ensuite, nous allons créer un deuxième fichier qui va s'appeler .dockerignore, qui va contenir une liste de fichiers qu'on souhaite ignorer et qui ne seront pas copiés dans notre image Docker. Et ensuite, le troisième fichier qu'on va créer, ce sera un fichier docker-compose.yaml, comme ceci. Et pour le moment, on va seulement l'utiliser en environnement de développement, donc on va le renommer et on va l'appeler docker-compose.dev.yaml, comme ceci. Commençons donc par le fichier Dockerfile. Si on se rend sur la documentation de TurboRepo, par exemple en tapant TurboRepo Dockerfile, comme ceci, on peut voir qu'ils ont une documentation qui s'appelle Deploying with Docker. Et on peut voir si on scrolle tout en bas qu'on a un exemple de Dockerfile ici, qui utilise la version 18 de Alpine et qui va installer plusieurs librairies, y compris Turbo, pour configurer le projet. Comme on utilise un TurboRepo, on va avoir besoin de s'inspirer de cette configuration. Sauf que on s'inspire aussi du Dockerfile de l'Epic Stack. Donc si on tape sur Google Epic Stack GitHub, ici, on retrouve le repository pour l'Epic Stack, qui est une stack remix qui a été mise en place par Kent C. Dodds. Ce repository contient, dans le dossier Other, ici, il contient un fichier Dockerfile, dont nous allons également nous inspirer. On va donc retourner dans notre fichier Dockerfile, on va donc maintenant copier la configuration Docker, comme ceci, et on va l'analyser ensemble. On télécharge donc la version Node 18-Alpine, qui est une image Docker qu'on va utiliser avec déjà Node.js d'installer. Ensuite, on la rend compatible avec la plateforme AMD 64. On va donc lancer la commande apk update, qui est une sorte de mise à jour système, qui va se passer à l'intérieur de notre image, puis nous allons créer un dossier app dans lequel on va commencer à construire notre application. Ensuite, on installe TurboRepo en global parce qu'on va en avoir besoin. Et nous copions l'intégralité des fichiers qui sont présents dans le dossier /app, comme ceci. Donc si on regarde tous nos dossiers, ici, on peut voir que le copy ... va copier tous ces dossiers-là et il va les mettre dans le dossier /app. Mais ça ne va pas copier les fichiers qu'on a ignorés dans le fichier docker-ignore. Ensuite, nous allons lancer la commande turbo prune -docker. Ce que ça va faire, c'est que ça va regarder tous nos packages et ça va supprimer chaque fichier qui n'est pas utilisé par notre backend. On peut voir, si on se rend dans notre backend, qu'il utilise les trois autres repositories. Il utilise ESLint, le frontend et TypeScript. Donc le prune va pas supprimer grand chose. Mais si jamais vous rajoutez dans le futur d'autres librairies, elles seront supprimées. Ensuite, après avoir fait ça, on fait un from. Et vous avez dû remarquer, mais on fait beaucoup de from ici. Il y a un premier from pour télécharger l'image au début, et ensuite nous refaisons un from en ajoutant un layer, une sorte de calque à notre image Docker, et nous refaisons un from encore ici. Et si on se rend tout en bas, on peut voir qu'on va faire un from une dernière fois. Alors pourquoi a-t-on besoin de faire des from au lieu de tout télécharger dans un seul endroit? Eh bien, c'est pour optimiser le poids final de notre image Docker. C'est-à-dire qu'à la fin de notre image Docker, pour qu'elle soit beaucoup plus légère, on veut qu'il y ait seulement le code compilé et prêt à être lancé. On veut pas qu'il y ait toutes ces configurations tsconfig, ESLint, qui sont nécessaires en environnement de développement, mais qu'on n'utilise pas du tout en production. Par contre, pour build l'application, donc pour build le code source de production, on en a besoin. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on télécharge toutes les librairies, et ensuite, on va faire un from, on va copier seulement les librairies de production. Dans le package JSON, on peut voir ici que les réelles dépendances de production, il y en a seulement 6 pour notre API. Par contre, nous avons une dizaine, voire même une vingtaine de dépendances en environnement de développement. Et ben, dans notre Docker, on va tout télécharger et ensuite, une fois qu'on a build l'image de prod, on va supprimer chaque fichier généré qui ne sera pas utilisé en production. Et c'est ce qu'on est déjà en train de faire à ce niveau-là. Donc du coup, on part sur une nouvelle base qu'on appelle installer et on réinstalle
libc6, on refait une mise à jour système et on redéfinit une nouvelle fois notre dossier qui s'appelle /app. Mais cette fois, au lieu de copier toute la base de code, comme ici, donc nos 4 dossiers avec leur node module qui pèsent 1 tonne, on va seulement copier le fichier gitignore et l'équivalent du build de TurboRepo. On peut voir ici que c'est un commentaire laissé par TurboRepo qui va d'abord installer les dépendances qui changent moins souvent. Par exemple, quand on va coder un nouveau feature dans notre backend, ici, on va sûrement modifier un contrôleur. Donc notre backend, il est amené à changer tout le temps. Par contre, les librairies comme ESLint et TypeScript sont amenées à changer beaucoup moins souvent. On peut voir ici qu'on va copier seulement le dossier gitignore et ensuite on va copier le fichier qui a été généré par TurboRepo. Donc regardez ce qui se passe. Ici nous faisons un turbo prune de Virgil backend-docker. Et on va lancer cette commande dans le terminal tout de suite pour voir ce que ça me fait. Si on lance cette commande, donc turbo prune @virgil/backend-docker, ça va générer un pruned monorepo pour Virgil Backend. Ça ajoute donc chacune des dépendances qui sont utilisées par Virgil Backend dans un dossier qui s'appelle out. Ici, donc, on peut voir qu'on a le full, donc la configuration totale, et une copie de toutes les dépendances qu'on a besoin d'utiliser pour le backend. Et ça a du coup omis chacune des dépendances qu'on n'utilise pas dans le backend. Mais ça ne marche pas pour notre exemple parce qu'on utilise absolument tout ce qu'on a configuré. D'ailleurs, il ne faut pas oublier de rajouter ce dossier dans notre fichier gitignore. Donc on va le rajouter tout de suite. On va rajouter le dossier out comme ceci pour ne pas risquer de le versionner. Maintenant que c'est fait, on va continuer dans notre Dockerfile. On copie donc le contenu qu'on a généré avec TurboPrune, puis nous faisons un npm install pour installer toutes les dépendances, y compris les dev dependencies. Et enfin, on copie tout le fichier qui a été prune par TurboRepo. Donc tout le fichier, sauf les dépendances de notre projet qui ne sont pas utilisées par le backend. On copie également la configuration de Turbo, et ici, nous pouvons ajouter le cache. Et l'ajout du cache, c'est l'avantage de TurboRepo, parce qu'il ne va pas répéter les opérations qu'il a déjà faites, il va les mettre en cache pour accélérer le build et chaque étape jusqu'au déploiement. Ensuite, nous ajoutons quelques variables d'environnement, par exemple la time zone et la variable d'environnement node env qui sera donc en production dans notre Docker, et nous ajoutons Prisma. Mais on peut commenter ces lignes pour l'instant parce qu'on ne l'a pas encore configuré. Puis, nous faisons un npm run build. Ce npm run build, il est donc fait à la racine de notre application, comme ceci. Ça va donc lancer la commande turbo build, comme ceci. Et après avoir fait un build avec toutes les dépendances, y compris les dev dependencies, on va repartir sur une nouvelle base qui sera donc vierge, avec aucun fichier dedans, et on va encore une fois définir un dossier qu'on va appeler app, et à l'intérieur de ce dossier, on va seulement copier les fichiers dont on a besoin pour faire tourner la prod. Et ensuite, pour des raisons de sécurité, on crée un nouvel utilisateur à l'intérieur du Docker qui a les permissions minimum pour faire tourner notre application. Je pense même qu'on peut se permettre de commenter ces deux lignes parce qu'on les a déjà définies plus haut. On peut voir qu'on copie le contenu d'un fichier qui s'appelle API, mais pour notre cas, ça va être le backend. Donc j'ai oublié de le copier-coller ici, mais pour nous c'est le dossier backend. Donc on commence par copier son package.json, puis son fichier dist et ses node modules, et on copie aussi à l'intérieur des node modules la librairie Virgil/frontend qui sera donc notre application Remix. Et on copie également la configuration TypeScript et la configuration ESLint. Et enfin, en dernière ligne, nous allons lancer notre projet. Pour ce faire, à la racine de notre projet, nous allons créer un nouveau fichier qu'on va appeler start.sh. Et nous allons copier ces commandes-là. Nous allons donc faire un cd dans le backend et lancer la commande npm run start, comme ceci. Comme on n'utilise pas encore Prisma, on a besoin de commenter cette ligne, sinon ça va déclencher un message d'erreur. Maintenant qu'on a créé ce fichier, on peut le définir comme entry point de notre application. Le point d'entrée, ce sera le fichier start.sh. Mais nous avons quand même besoin de le copier depuis Builder. Donc là en fait, on est dans Builder et on voit qu'on copie tous les fichiers de notre application. Donc tout ça, y compris notre fichier start.sh. Mais ici, dans notre dernière image, on copie fichier par fichier chaque fichier qu'on a besoin d'utiliser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier une dernière ligne, comme ceci. Les permissions ne vont pas changer. Par contre, le from, on va faire un from depuis, pas l'installeur, mais depuis la base builder, qui est la base dans laquelle on a tout copié. Donc, on va mettre from builder, et nous allons copier le app start.sh, et on va le rajouter dans ./app.start.
start.sh, comme ceci. Maintenant, on va se rendre sur Google, sur l'Epic Stack, parce que dans le dossier Other, on peut voir qu'on a aussi le Docker Ignore. Et on ne le connaît pas par cœur, donc on va copier son contenu, comme ceci, et on va le rajouter ici, dans le Docker Ignore. Mais ce fichier Docker Ignore fonctionne seulement pour la configuration front-end. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le rajouter, mais seulement pour le front-end. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est aussi de rajouter une configuration Docker Ignore pour le back-end. Donc on va taper sur Google Docker Nest.js, comme ceci, et on peut voir qu'on a un article de blog dont je me suis beaucoup inspiré, qui s'appelle tomray.dev, et si on fait une recherche sur Docker Ignore, on peut voir qu'il existe bien une configuration Docker Ignore qu'on va utiliser. Donc on se rend dans le backend et nous allons créer un fichier qu'on va appeler .dockerignore, comme ceci, et nous allons copier son contenu. Maintenant que c'est fait, on va faire un build de notre application Docker. Pour utiliser Docker, vous avez besoin de télécharger le client. Donc sur Google, vous devez taper download Docker et aller sur le premier lien, comme ceci. Personnellement, j'utilise un Mac avec l'Apple Chip, donc j'ai téléchargé ce fichier-là et ça va installer ce client-là. On va donc ouvrir le client Docker qui ressemble à ça. On a donc des conteneurs, des images, des volumes et des builds. Et ce qu'on va commencer par faire, c'est build l'image Docker. Donc maintenant que c'est ouvert, on peut commencer à lancer la commande Docker. On va lancer la commande Docker build, comme ceci, en ajoutant -t, Virgil, ou le nom de votre application, /monorepo. Et ensuite, on doit définir le point d'entrée. Et le point d'entrée, c'est point pour utiliser tous les fichiers de notre projet. On peut donc maintenant lancer cette commande et elle va s'exécuter étape par étape. Et on peut voir qu'on a déjà une erreur qui a été exécutée. Effectivement, c'est le entry point start sh qui n'a pas fonctionné. Alors on vient de créer un script de terminal et souvent il faut utiliser la commande chmod +x pour nous attribuer les permissions d'exécuter ce script. On va voir si le problème vient de là. On va maintenant relancer la commande docker build-t, comme ceci, et on peut voir qu'on a une autre erreur. Et en fait, l'erreur, elle vient de notre dernière ligne qu'on a très mal copiée. En fait, ici, regardez, je fais un from build. Sauf que la base qu'on a créée s'appelait pas build, elle s'appelait builder, comme ceci. Donc en fait, j'ai tout simplement fait une faute d'inattention. Donc maintenant, je rectifie mon erreur. On va faire un clear de notre terminal et nous allons lancer la commande docker build. Ce qui va commencer par télécharger cette image Docker, puis ça va exécuter chaque étape une par une. On peut voir qu'on est déjà à l'étape 17, donc ça avance très très vite. Et on peut voir qu'on a une erreur au niveau du build ici. On a donc lancé la commande npm run build, comme ceci, mais il n'a pas trouvé la librairie Turbo. Et c'est compréhensible. En effet, si on se rend dans le package.json, ici, on peut voir qu'on a téléchargé aucune librairie. En fait, on utilise la version Turbo qui est globale sur notre ordinateur. Mais dans l'image Docker, on n'a pas téléchargé Turbo. On va donc faire un npm install-d de la librairie Turbo pour la télécharger à la racine de notre application. Et on peut voir qu'elle a été rajoutée en tant que dev dependency ici. Maintenant que c'est fait, nous allons réexécuter la commande docker build et comme ça a mis toutes les étapes précédentes en cache, ça sera beaucoup plus rapide de retourner à cette étape. On est maintenant à l'étape du npm run build et on voit qu'elle fonctionne très très bien. Ça a fait un rimraf de dist et c'est en train de build notre application. Et maintenant, on a terminé sans erreur supplémentaire. C'est une excellente nouvelle. Maintenant qu'on a configuré notre Dockerfile, nous allons l'utiliser dans le fichier docker-compose. Donc pour ce faire, je vais copier cette configuration ici. Et ce que ça fait, c'est que ça déclare un service qui s'appelle monorepo_dev qui prend en argument une variable d'environnement qui s'appelle node_env et ça va nommer l'image Nest.js remix monorepo. Et ce que ce Docker Compose fait, c'est que ça va exécuter la commande build en utilisant comme contexte le point et en utilisant comme Dockerfile notre Dockerfile. Ça vous rappelle peut-être quelque chose, c'est exactement ce qu'on a fait dans le terminal ici avec un Docker build. On rajoute donc un tag Virgin Monorepo et on rajoute ensuite le contexte, dans notre cas le point, et après avoir build l'image Docker, ça va l'exécuter. Donc ça va partir du point d'entrée ici, qui est le start.sh, et ça va exécuter notre backend Nest.js. Ça va l'exécuter sur le port 3000 et ça va la restart en cas d'erreur. Ensuite, nous définissons l'image ici, mais on n'en a pas besoin pour ce fichier-là parce qu'on souhaite build cette image en environnement de développement. Par contre, nous allons maintenant dupliquer ce fichier dockercompose.dev et nous allons le renommer en .prod, comme ceci. Et pour le dockercompose.prod, on peut déjà renommer chacun de nos champs ici pour les différencier, mais en production, on ne va pas build l'image directement, on va la télécharger
depuis le repository Docker Hub. De cette manière, on va donc télécharger l'image nestjs-remix-monorepo sur le tag prod, comme ceci, et nous allons l'exécuter sur le port 3000. Mais avant de le faire, on va se connecter à notre compte Docker Hub. Donc on va taper sur Google Docker Hub, comme ceci, et nous allons nous connecter. Une fois connecté, nous allons créer un nouveau repository que nous allons appeler nestjs-remix-monorepo, comme ceci. Et nous allons copier la description de notre GitHub, c'est-à-dire remix app with nestjs adapter. Cette image sera donc publique. On va maintenant la créer, comme ceci, et nous allons, à chaque mise en prod, push sur cette image. Maintenant, nous avons envie que, à chaque fois qu'on va mettre à jour notre application, ça effectue automatiquement un build de notre image Docker et ça la mette en prod. Pour ce faire, nous allons devoir utiliser les GitHub Actions. Les GitHub Actions, c'est un feature de GitHub qui nous permet de mettre en production automatiquement et de faire des tests automatiquement sur les serveurs de GitHub à chaque nouveau push. Donc, on se rend à la racine de notre projet, ici, et nous allons créer un nouveau fichier que nous allons appeler .github/workflows/ci.yml, comme ceci. Et donc, ça crée un dossier .github qui va contenir un dossier workflows qui va contenir un fichier qui s'appelle ci.yml. Et c'est à l'intérieur de ce fichier ci.yml qu'on va configurer chacune de nos actions GitHub. Donc je vais copier cette configuration là et on peut voir que cette action s'appelle deploy et cette action possède des jobs. Et chacun de ces jobs, c'est une étape de validation que l'action va effectuer en parallèle. Par exemple, nous allons commencer par faire un lint. Donc on va utiliser ESLint pour s'assurer qu'il n'y ait aucune erreur ESLint avant chaque mise en prod. Pour ce faire, on va utiliser le cache de TurboRepo, ce qui nous permet de ne pas répéter les opérations qui ont déjà été calculées. Ensuite, après avoir défini ces variables d'environnement, on va faire un checkout. Donc on va télécharger tout le code source de notre application avec une profondeur de 2 parce qu'on est dans un monorepo. C'est-à-dire que ça va regarder chacun de nos dossiers. Et ensuite, on va setup l'environnement de Node.js avec la version 20. On va ensuite installer les dépendances, on va build l'application et nous allons lancer la commande npm run lint. Pour la deuxième action qui s'appelle check, c'est exactement pareil. On va définir les mêmes variables d'environnement, le checkout, on va setup node, on va installer, on va faire un run build, tout est pareil, sauf que nous allons ensuite lancer la commande npm run typecheck. Il faut savoir que ces deux commandes vont s'exécuter en parallèle, et également en parallèle de ces deux commandes, nous allons faire un build de notre image Docker. Et nous déclarons l'étape du build dans un autre fichier que nous appelons build.yaml. Et ensuite, une fois que ces trois étapes ont réussi, nous allons déclencher la dernière action qui s'appelle deploy, qui a donc besoin que les trois étapes aient réussi, et cette fois, nous allons la run, pas sur les serveurs de GitHub, mais en self-hosted. Donc nous allons la run sur un VPS que nous allons configurer. Et c'est un petit peu le même esprit, on va donc définir les mêmes variables d'environnement, puis on va récupérer le code source de notre application, et enfin, on va se connecter à Docker Hub, comme ceci. On se connecte à Docker Hub pour télécharger l'image que nous venons de build. Donc varkov/nestjs-remix-monorepo sur le tag latest et sur le tag de production. Mais à l'heure actuelle, nous n'avons pas encore mis en place un environnement de staging. Donc, comme nous ne l'avons pas encore mis en place, on peut commenter cette étape comme ceci et nous pouvons dupliquer cette ligne-là qui indique qu'on exécute cette action seulement en prod et en staging et on la commente pour dire qu'on exécute cette action seulement en prod, comme ceci. En production, ça signifie qu'on l'exécute sur la branche main. Maintenant que c'est fait, il nous manque un dernier fichier à configurer. C'est le build.yaml. Donc, on va le créer tout de suite dans le workflows. Ici, nous allons créer un nouveau fichier que nous allons appeler build.yaml. Et il va contenir une configuration similaire. On déclare donc une nouvelle action qu'on appelle build and push docker image. Et on peut voir qu'on va faire un build de notre application en environnement s'il y a des push sur la branche main et sur la branche dev. Mais pour le moment, on n'a qu'un seul environnement et c'est l'environnement de production. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commenter cette ligne et nous allons la dupliquer et nous allons dire qu'on ne fait un build seulement sur la branche main, comme ceci. Et ensuite, au niveau des étapes, ici, nous avons exactement la même logique. Si nous sommes sur la branche main, on va exécuter ce code-là. Sinon, on va exécuter ce code-là. Donc nous allons commenter cette deuxième étape parce que pour le moment, on n'a pas encore
d'environnement de staging. Et enfin, nous allons push une nouvelle image sur Docker Hub avec le tag varkov/nestjs-remix-monorepo. Et le tag sera production. Attention à ne pas faire d'erreur ici. Dans le copier-coller, je conserve le tag production et dans le fichier ci.yml, le tag s'appelait ici prod. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement utiliser le tag prod à la place et dans le fichier dockercompose.prod.yml, nous allons également utiliser le tag prod ici. Maintenant, si on fait un CTRL F, on peut voir qu'on utilise le tag prod dans le build, la CI et le Docker Compose. Et si on met prod comme ceci, on retrouve aucune déclaration. On a donc évité une nouvelle erreur. Avant de mettre tout ça en ligne, on va quand même s'assurer que notre image Docker fonctionne. Donc pour ce faire, nous allons lancer la commande docker compose-f et nous allons exécuter ce fichier là, donc dockercompose.dev.yml. Donc je vais copier le nom de ce fichier et le coller dans le terminal, comme ceci, pour dire à Docker qu'on va utiliser le fichier dockercompose.dev. Et enfin, nous allons rajouter le mot-clé up-build pour qu'il puisse rebuild l'image Docker s'il en a besoin. On lance donc cette commande de terminal et on peut voir que ça va refaire un build de notre image Docker et on peut voir qu'on a eu une erreur au niveau de l'exécution. Il n'a pas trouvé le fichier start.sh. Et ça, il fallait s'y attendre. Si on se rend dans le dossier out qui avait été généré par TurboRepo et qu'on va dans le dossier full ici, on peut voir qu'on ne possède pas le script start.sh ici. Ça veut dire qu'il n'a pas été ajouté dans notre Dockerfile. Nous allons donc faire une tentative. On va d'abord commenter ces deux lignes et on va déplacer le script start.sh dans le dossier backend, comme ceci. Et ensuite, nous allons réexécuter la commande turboprune@virgil/backend-docker, comme ceci. Maintenant, si on se rend dans le fichier backend ici, on peut voir qu'il y a bien un fichier start.sh, ce qui veut dire que le fichier a bien été copié. Donc, on va à la place définir l'entry point comme backend/start.sh, ce qui veut dire que ça va aller regarder dans le dossier backend et ça va exécuter le fichier start.sh à l'intérieur du workdir, donc de notre dossier app. Maintenant, relançons le Docker Compose et vérifions que ça fonctionne bien. On peut voir qu'on a toujours la même erreur. Il ne trouve pas le fichier backend/start.sh. Et le problème venait en fait de notre dernière commande ici, à la ligne 63. Si on effectue une dernière copie de notre fichier depuis builder et que nous copions notre script backend/start.sh, en rajoutant cette ligne, on fixe notre bug. Maintenant, on peut lancer la commande dockercompose-f de notre fichier et on peut voir que ça a bien exécuté notre backend. Ça fait donc un cd backend, puis un npm run start et enfin un node du fichier main.js. Et on peut tout de suite tester d'accéder au localhost 3000, comme ceci, et on peut voir que notre projet est bien en cours d'exécution. Maintenant que c'est fait, on peut pousser ce code en production afin de vérifier que notre CI est bien configuré. On va donc faire un git add point et un git commit-m et on va mettre comme message add docker. Et enfin, nous allons faire un git push origin main, comme ceci. Ce que ça va faire, c'est que ça va mettre à jour notre repository ici. Si on retourne maintenant sur notre repository et qu'on clique dans Action, on peut voir que notre intégration continue est en train de tourner. Et si on clique sur l'action qui est en cours, ici, GitHub a bien détecté notre fichier ci.yml et il est en train d'exécuter ESLint, TypeScript et le build de notre image Docker. Et l'action vient tout juste de terminer le build avec succès. On va donc retourner sur Docker Hub ici et nous allons cliquer sur notre repository nestjs-remix-monorepo et on peut voir que le tag production a été mis à jour il y a 1 minute et il a également été pull il y a 1 minute. Sauf que nous rencontrons un petit problème au niveau de l'action de déploiement ici. Si on clique dessus, on peut voir qu'il nous indique « Waiting for a runner to pick up this job », ce qui signifie que GitHub attend d'avoir un signal pour déployer notre application. Effectivement, on ne l'a pas encore fait, mais on va devoir paramétrer le runner GitHub et ajouter la configuration à notre serveur VPS. Pour ce faire, je vais utiliser l'hébergeur Hostinger parce que je dispose déjà d'un VPS sur lequel j'ai envie de mettre ce projet. Je me connecte à mon compte et là je vois que je possède un VPS ici, donc je vais cliquer dessus, je vais cliquer sur gérer et je vais copier cette adresse IP. Maintenant je vais ouvrir un terminal et je vais lancer la commande ssh root @ et l'adresse IP de ce serveur VPS. En appuyant sur entrée, on peut voir qu'il m'a connecté
à ce serveur VPS. Et c'est directement sur ce serveur que nous allons paramétrer notre action GitHub. Si vous voulez savoir comment héberger votre application JavaScript en production, j'ai fait une vidéo sur le sujet que je vous conseille de consulter. Pour paramétrer notre repository GitHub, on se rend donc sur GitHub, ici, et on va cliquer sur les options, donc Settings, de notre repository, ici. Et ensuite, nous allons cliquer sur Actions et sur Runners. Et maintenant, nous allons ajouter un nouveau Self-Hosted Runner en cliquant sur ce bouton, et nous allons sélectionner notre système d'exploitation du serveur. Personnellement, c'est un Linux et on utilise l'architecture x64, comme ceci. Donc, nous allons suivre la documentation commande par commande. On va d'abord copier cette première commande, ici, sauf qu'on va renommer le fichier et nous allons l'appeler deployments, comme ceci, deployments. Maintenant, à l'intérieur de notre dossier deployments, nous allons installer avec curl le dernier package qui va nous permettre d'installer notre runner. On copie donc cette commande avec curl, comme ceci, et une fois téléchargé, on peut passer à la commande suivante. Maintenant, on va faire un echo, qui est une validation optionnelle du hash, et enfin, nous allons extraire l'archive avec cette dernière commande. On tape donc la commande, comme ceci, voilà, et maintenant, nous allons exécuter le script de configuration. On colle donc cette commande-là, sauf qu'il nous donne un avertissement. Ils disent qu'on ne doit pas exécuter cette commande en tant que sudo. Et si je tape la commande who am I, comme ceci, on peut voir que je suis connecté en tant que root. Je n'ai jamais rencontré cette erreur jusqu'à présent, mais je crois qu'on va devoir créer un nouvel utilisateur tout de suite. Pour ce faire, je vais suivre cette documentation qui s'appelle How to create users in Linux. Et nous allons d'abord copier cette première commande qui s'appelle sudo user add, et nous allons appeler cet utilisateur Virgile, comme ceci. Maintenant, on va vérifier que l'utilisateur existe avec un sudo id et le nom de notre utilisateur. Dans ce cas-là, Virgile. Et on peut voir qu'il existe bien. Maintenant, nous allons configurer son mot de passe. Donc, on va lancer la commande sudo passwd et le nom de notre utilisateur. Dans ce cas-là, on appuie sur Entrée, comme ceci, et nous allons définir un mot de passe. On va donc se connecter avec l'utilisateur que nous venons de créer, et pour ce faire, nous allons entrer la commande su- et le nom de l'utilisateur, donc dans mon cas Virgile, et maintenant on peut voir qu'on est bien connecté en tant que cet utilisateur. Si je lance la commande who am I, comme ceci, on peut voir que je suis connecté en tant que Virgile. Maintenant, on n'a plus accès au dossier que nous venons de créer. Si on fait par exemple un ls, on peut voir qu'il n'y a rien dans ce dossier-là. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous allons taper la commande exit, comme ceci, et nous allons faire un pwd pour voir où on se trouve, et on se trouve dans le dossier /root. Et si on fait un ls, on peut voir notre dossier qui s'appelle deployments. Maintenant, ce qu'on a envie de faire, c'est de déplacer ce dossier deployments, et nous allons le déplacer en utilisant la commande mv et le nom de ce dossier, donc mv de deployments, et nous allons le déplacer dans le dossier home/virgile, comme ceci. Maintenant, on appuie sur Entrée, et si on relance la commande ls, on peut voir que le dossier a disparu. Maintenant, on peut de nouveau relancer la commande su-virgile, comme ceci, et si on fait un ls-la, on peut voir qu'on a plein de fichiers cachés, y compris notre dossier deployments. Maintenant, on se rend compte que le propriétaire du dossier n'est pas Virgile. J'ai fait une petite recherche sur Google ici et j'ai tapé Grant Permission of Folder to User in Linux. Et j'ai ensuite cliqué sur le premier lien, ce qui nous donne accès à cette commande-là qu'on va pouvoir tester. Une autre commande qu'on peut essayer, c'est le sudo shown-r comme ceci et le nom de l'utilisateur qu'on aimerait utiliser. Dans notre cas, ça sera Virgile. Donc je copie cette commande-là et je vais l'assigner à l'utilisateur Virgile et je vais mettre $Virgile, qui est égal aux deux permissions que nous retrouvons ici. Et nous allons maintenant définir comme nom de dossier deployments, comme ceci. On appuie maintenant sur Entrée et on va relancer la commande précédente, ls-la, et on peut voir que les permissions ont maintenant changé. C'est génial, on peut maintenant céder dans le dossier deployments, comme ceci. On va refaire un ls et on va exécuter notre config. Donc on retourne sur GitHub dans notre onglet et on peut copier cette commande config comme ceci. On va faire un .config et maintenant on n'a plus l'erreur de sudo. On peut donc accepter les choix par défaut en appuyant sur Entrée 3 fois et une dernière fois pour valider les options. Et maintenant on va arrêter de suivre la documentation parce qu'il nous conseille d'utiliser la commande run.sh. Mais nous sommes plus malins. Nous allons exécuter le fichier svc. Donc nous allons faire un svc comme ceci, en ajoutant le mot-clé install, comme ceci. Et on peut voir qu'on a une autre indication. Cette commande-ci, par contre, elle doit être exécutée en tant qu'admin, donc on ne va pas oublier de rajouter le sudo de svc.sh install, comme ceci, et on peut voir que ça a bien installé
le runner, et à partir de maintenant, on va lancer une commande similaire, on va faire un sudo svc.sh en exécutant la commande start, comme ceci. Et on peut voir maintenant que notre service est actif. Si on retourne sur GitHub, dans les runners, on va cliquer sur runner et on va actualiser la page. On retrouve maintenant notre serveur avec le statut actif. Et si on retourne même dans nos actions de repository, ici, on peut voir que la CI vient de se lancer. Et elle vient d'échouer en live, ici. Pour la raison suivante, il n'a pas retrouvé l'exécutable Docker. Et ça, c'est vraiment drôle. Ça signifie qu'on n'a pas installé Docker sur notre VPS. On va donc le faire tout de suite. On va taper sur Google Docker install Linux, comme ceci, et nous allons cliquer sur le premier lien, ici, et nous allons ici, à install using the apt directory, nous allons ensuite copier toutes ces commandes. On les copie et on peut les coller dans le terminal, comme ceci, et on va maintenant appuyer sur Entrée. Ça va donc tout télécharger. Maintenant, nous allons taper cette commande pour ajouter le repository comme source pour l'installation, comme ceci. Et maintenant, nous allons taper cette grosse commande pour terminer l'installation. On appuie maintenant sur Entrée, qu'il va télécharger l'équivalent de 400 mégaoctets de données. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas sur votre connexion, c'est le serveur qui va se charger de télécharger tout ça. Et là, on a presque terminé l'installation. On va appuyer sur Tab, puis sur Entrée pour sélectionner les paramètres. Et maintenant, on devrait avoir Docker. Si on lance la commande docker run hello world, comme ceci, on va lancer docker run hello world, on peut voir qu'on n'a pas les permissions de Docker. Donc on va devoir faire une deuxième recherche Google, docker add permission to user. Et nous allons cliquer sur le premier lien, ici, et nous allons suivre cette documentation. Nous allons d'abord créer le groupe Docker, mais il a déjà été créé. Ensuite, nous allons exécuter la deuxième commande pour ajouter notre utilisateur dans le groupe Docker, comme ceci. Et maintenant, on devrait être autorisé à utiliser Docker. Si on exécute la commande docker run hello world, ça ne va pas fonctionner, on n'a toujours pas les permissions. Cependant, si on fait un exit, comme ceci, pour se déconnecter du serveur, on va faire un pwd et on va voir qu'on est retourné en tant qu'administrateur. Et maintenant, si on relance la commande su-virgil, donc qu'on relance notre terminal, si maintenant on relance la commande docker run hello world, on peut voir que ça nous a donné les droits. En fait, on devait juste rafraîchir notre configuration de terminal. Maintenant que c'est fait, on a installé Docker, donc on va retourner sur GitHub, ici, et nous allons réexécuter l'action qui a échoué. On peut donc cliquer ici sur ce logo, et nous allons rerun le job. On peut voir que l'action est en train de s'exécuter. On va donc regarder ce qui se passe pour s'assurer que tout fonctionne bien. On fait d'abord le checkout pour récupérer les informations du repository, puis nous nous connectons avec Docker Hub, et là on peut voir qu'on a un problème de permission en production. C'est-à-dire que l'utilisateur de GitHub n'a pas réussi à exécuter la commande Docker. Le souci, c'est que le runner utilise l'utilisateur avec lequel on a téléchargé GitHub. Et dans notre cas, il est censé utiliser notre utilisateur Virgil. Donc il devrait avoir les permissions d'exécuter notre code. Si on veut en avoir le cœur net, on peut faire un ls-l et on peut voir qu'on a un dossier qui s'appelle deployments. Donc nous allons faire un cd dans deployments, on va refaire un ls-l et cette fois nous allons naviguer dans le dossier qui s'appelle _work, comme ceci. On navigue dans _work et on peut refaire un ls comme ceci et on peut voir qu'on a un dossier qui prend le nom de notre repository GitHub. Donc nous allons faire un cd à l'intérieur et puis nous allons refaire un ls pour voir qu'il y a un deuxième dossier qui prend le nom de notre repo GitHub, mais cette fois il va contenir toute la logique de notre projet. On fait donc le cd et on refait un ls maintenant et on peut voir qu'on a tout le code source de notre application. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va retourner sur VS Code ici et nous allons ouvrir le fichier ci.yaml comme ceci et nous allons regarder notre action de déploiement et nous allons exécuter dans l'ordre ces trois instructions. On va donc d'abord faire un pull de l'image Nest.js Remix Monorepo, comme ceci, ce qui va télécharger l'image Docker que nous avons build. Actuellement, ils ne m'ont pas demandé de me connecter parce que si on regarde bien sur Docker Hub, on peut voir ici que l'image est publique. Ça veut dire que tout le monde, même vous, pouvez la télécharger. Cependant, si elle avait été privée, on aurait eu besoin de nous connecter à notre compte Docker pour pouvoir la télécharger. Et c'est exactement ce qu'on fait dans notre action ici avec les identifiants que nous avons configurés. Maintenant, nous allons copier la deuxième commande qui est le docker compose-f du fichier docker-compose.prod.yaml. On retourne donc côté serveur et si on refait un ls-l ici, on peut voir qu'on a bien le fichier docker-compose.prod.yaml. Donc ça devrait bien se passer. On colle donc la commande suivante, comme ceci, et nous allons retirer le -d, comme ceci, et on voit qu'on a une erreur du type « le fichier n'existe pas ». Et je pense que c'est une erreur
d'inattention de notre part. Effectivement, il y a deux formats de fichiers YAML. Il y a le .yaml et le .yml. Donc on va bien regarder dans VS Code. Ici, on peut voir qu'on exécute le fichier YAML, YAML, mais nous avons nommé nos fichiers en YML. Donc on va devoir faire un fixe de ça. On va renommer le bon fichier cette fois, et nous allons ensuite dans le terminal faire un git add point comme ceci et un git commit-m fix typo, puis nous allons push notre changement sur la branche main. On va cependant retourner dans notre terminal et corriger notre erreur pour voir si on arrive à exécuter cette image. On lance donc la commande comme ceci et on peut voir que l'image s'exécute très bien. Le projet s'exécute sans erreur, ça signifie qu'on n'a aucun problème à se faire à ce niveau-là. On peut donc arrêter l'exécution du projet en faisant un CTRL-C et maintenant ce qu'on a envie de faire, c'est d'accéder à notre projet qui tourne via son nom de domaine. Donc nous allons nous connecter à AWS et nous allons accéder au service route 53 qui est le service sur lequel j'ai configuré mon nom de domaine. On va donc cliquer sur Hosted Zone comme ceci et nous voyons que nous avons un nom de domaine qui s'appelle varkov.fr. Nous allons donc cliquer dessus et ici on peut voir tous les sous-domaines du projet varkov.fr. Ce qui nous intéresse ici, c'est de créer un sous-domaine pour notre projet. On va donc cliquer sur le bouton Create Record comme ceci et nous allons sélectionner le record type A et nous allons appeler notre sous-domaine coup2 pouces comme ceci. Et comme valeur, nous allons indiquer l'adresse IP de notre serveur. On va donc retourner dans le terminal et nous allons faire un exit comme ceci. On va faire un pwd. On peut voir qu'on est toujours connecté au serveur en tant qu'admin. Donc nous allons réexécuter la commande exit comme ceci. Et on peut voir qu'on a été déconnecté du serveur 85 31 239 77. Ça tombe à pic, c'est cette adresse IP que je voulais copier. Je la colle maintenant dans AWS et je clique sur Create Records comme ceci. Maintenant qu'on a créé ce sous-domaine, nous allons le copier et nous allons retourner sur le serveur. Pour ce faire, nous allons nous reconnecter. En tant que route ou en tant que Virgile, c'est exactement pareil. Et nous allons maintenant accéder au dossier etc/caddy qui est la configuration de notre serveur caddy. Maintenant, nous allons faire un sudo nano du caddy file. Ici, on va taper notre mot de passe et on peut voir qu'on a plein de projets qui ont été configurés et ce que nous voulons faire, c'est un reverse proxy sur le port 3000. Donc nous allons taper le nom de domaine comme ceci et nous allons ajouter l'instruction reverse-proxy localhost 3000 comme ceci. Maintenant on va faire un CTRL X et on va appuyer sur Y pour enregistrer le fichier, puis nous allons lancer la commande sudo systemctl restart caddy comme ceci. On appuie sur entrée et ça devrait être bon. Pour être sûr, on peut faire un sudo systemctl status de caddy et on peut voir que le service est actif. Maintenant, on peut faire un CTRL-C et on va retourner sur GitHub pour voir si notre action a réussi. On clique sur nos actions et on peut voir que notre fixe n'a pas fonctionné. Effectivement, l'action de déploiement a encore échoué. Cette fois encore, c'est un problème de permission. Donc nous allons taper cette commande-ci sur Google comme ceci. Et nous allons cliquer sur la réponse Stack Overflow en espérant que ça soit la bonne solution. On a donc un fixe qui nous conseille de donner les permissions de l'exécutable Docker à l'utilisateur que nous venons de créer. On va donc copier cette commande et on va retourner dans notre terminal connecté en tant que l'utilisateur que nous avons créé. On va donc faire un ls-l du dossier var/run et on n'oublie pas le slash qui indique que nous voulons exécuter le ls à l'intérieur du dossier run, comme ceci, et on peut voir que ça nous a quand même corrigé et que ça a retiré le slash à la fin du run. Donc on va relancer la commande, on va rajouter un espace comme ça, et maintenant on peut voir vraiment tous les fichiers qui sont présents dans ce dossier. On a notamment le fichier docker.sock qui utilise les permissions de l'utilisateur root. C'est de là que vient le problème. Donc nous allons taper cette commande Stack Overflow comme ceci, mais nous allons d'abord exécuter la première commande, on ne sait jamais. Donc on va faire un sudo docker ps comme ceci. On peut voir qu'il n'y a aucune image qui est exécutée. Donc nous allons lancer la deuxième commande, celle-ci. Voilà. Maintenant nous allons réexécuter le ls-l comme ceci. Et on peut voir cette fois que le docker.sock possède maintenant comme permission l'utilisateur Virgile et le groupe Docker. Donc nous allons retourner sur GitHub et nous allons réexécuter notre action de déploiement en espérant que cette fois ça va marcher. Et on peut voir que l'action a réussi. Effectivement, ça a pris seulement 12 secondes parce que ça n'a pas eu besoin de pull la nouvelle image Docker. On l'avait pull manuellement sur la machine et du coup ça n'a pas eu besoin de la télécharger pour l'exécuter. Maintenant, si on retourne sur le serveur et qu'on exécute la commande docker ps comme ceci, on peut voir que nous avons un projet qui tourne
qui s'appelle donc varkov/nestjs remix monorepo et avec le tag production. Ce projet est exécuté depuis 1 minute et il tourne sur le port 3000. Maintenant la question c'est, est-ce qu'on peut déjà accéder à ce projet? On va tenter en tapant l'URL coup-de-pouce.varkov.fr comme ceci. Et on peut voir que le projet tourne avec succès. Maintenant je vais rafraîchir la page plusieurs fois comme ceci. Et si on retourne côté serveur, on va maintenant regarder les logs de notre application. Pour ce faire, nous devons faire un docker logs-f pour dire qu'on veut suivre le projet. Et enfin, le nom du projet, donc c'est nestjs-remix-monorepo-prod. On appuie sur entrée comme ceci et on peut voir qu'on a les logs en live de notre application. Par contre, si j'actualise comme ceci, on peut voir que les logs n'apparaissent pas dans le terminal. Mais l'application a l'air de bien fonctionner. On peut donc se déconnecter du serveur avec la commande exit et fermer notre terminal. Et voilà, on a maintenant terminé la configuration de ce monorepo. On peut maintenant passer au développement de notre projet. Et on va commencer par installer Tailwind CSS et créer nos composants d'interface. À bientôt.